Bienvenue au très nombreux public ici sur ce second forum des lecteurs de ce dimanche 11 novembre, un forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision. Un forum des lecteurs avec Frédéric Lenoir pour La guérison du monde aux éditions Fayard. Un forum animé par Karine Papillot. Bonjour à tous. Merci Frédéric Lenoir d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes philosophe et écrivain et nous vous recevons pour justement La guérison du monde, un livre qui s'inscrit dans la lignée du temps de la responsabilité, un recueil d'entretiens sur l'éthique que vous avez mené en 1991. C'est aussi un livre qui est le pendant de L'âme du monde, votre précédent texte où vous embrassiez l'idée d'universalité à travers le roman. Quel est le projet de La guérison du monde ? Alors effectivement, vous avez raison de rappeler que mon précédent ouvrage, L'âme du monde, était dans une perspective universaliste où j'essayais de montrer qu'est-ce qui réunit toutes les sagesses et spiritualités du monde au-delà des divergences culturelles. Et je reste aujourd'hui dans ce projet universaliste, mais je ne m'intéresse plus aux différentes sagesses individuelles. Je m'intéresse à la recherche d'un projet collectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait être une éthique collective face aux défis de la planète aujourd'hui. Parce qu'au fond, on n'arrête pas de parler de la crise, ça fait 5 ans qu'on ne parle que ça, mais je crois que la crise économique actuelle n'est qu'un symptôme de déséquilibre beaucoup plus profond qui touche tous les secteurs de la vie humaine. On est dans une crise environnementale, écologique, inédite dans l'histoire de l'humanité. On est dans des crises agricoles, sanitaires, crise du vivre ensemble, crise du politique, crise du sens, crise des valeurs. Et donc, au fond, je me suis dit, qu'est-ce qui réunit toutes ces crises entre elles ? Qu'est-ce qui fait que, dans tous les domaines, le monde traverse des crises ? Alors, je tiens tout de suite à dire un bémol. Le monde va beaucoup mieux dans plein de domaines qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a des progrès aussi. Je souligne dans mon livre que les droits de l'homme ont énormément progressé, qu'il y a une conscience d'être reliés les uns aux autres qui, à mon avis, est très positive. Donc il y a beaucoup de choses qui ont progressé dans le confort matériel, il y a beaucoup de choses qui ont progressé dans la conscience de faire partie d'une seule humanité, mais en même temps, on vit toute une série de transformations compliquées, difficiles, qui créent des crises, c'est-à-dire des nécessités de faire bouger les choses. Vous savez que l'étymologie du mot crise en grec, ça veut dire nécessité de choisir. C'est-à-dire il faut faire un choix, il faut sortir d'une impasse. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui relie toutes ces crises entre elles ? Et je crois, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, que ce qui relie toutes ces crises entre elles, c'est qu'on est engagé depuis 2 siècles, et plus particulièrement encore depuis 30 ans en Occident, dans une idéologie du consumérisme qui met la recherche de rentabilité, de profit immédiat, on va dire de maximisation du profit au-dessus de tout. On est dans le règne de la quantité. Et c'est ce qu'on voit partout. Ce qui détruit la planète au niveau écologique, c'est cette accumulation de la quantité, ce désir de créer toujours plus d'objets et en le faisant sans respect des écosystèmes, sans respect de la Terre. Ce qui crée des crises sanitaires, c'est qu'on ne tient pas assez compte aussi de l'écosystème de l'être humain. Et que donc on a des épidémies qui viennent du fait qu'on n'a pas respecté la vie, qu'on n'a pas respecté le vivant. Ce qui crée quantité de problèmes au niveau agricole, c'est qu'on ne respecte pas les sols. Et donc finalement, je pense qu'il faut passer d'une logique de la quantité à une logique de la qualité. Redécouvrir qu'un monde n'est viable, qu'une société n'est viable, qu'un individu ne peut être heureux que s'il vit dans la qualité. Qualité de l'alimentation, qualité de sa vie quotidienne, qualité de sa relation avec les autres, qualité de son travail. Et sur le travail, je vais prendre un seul exemple. Il y a encore 30 ans, dans les entreprises, on cherchait plutôt à créer des liens de solidarité entre les gens, qui puissent s'entraider. Aujourd'hui, on crée de la compétitivité entre les gens pour avoir un rendement meilleur. Et ça tue complètement, finalement, la qualité de travail. On est stressé. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui se suicident dans les entreprises, des gens qui sont déprimés, qui prennent de plus en plus d'antidépresseurs ? Parce qu'il y a un stress au travail qui est lié à une pression de rendement. On est dans le règne du rendement et on voit des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent et qui vont licencier des gens et leur demander d'être encore plus productifs alors qu'ils n'en ont pas besoin. C'est parce que la logique dans laquelle on est, c'est toujours plus d'argent, toujours plus de profit et tout ça se fait au détriment de la qualité d'être, de la qualité de vie et de la qualité des sociétés humaines.
Alors, vous faites un état des lieux très aigu, vous proposez aussi des pistes de sortie de cet état. Est-ce que c'est une réflexion philosophique ou est-ce que c'est déjà une réflexion politique? Les deux. C'est une réflexion philosophique, effectivement, où je cherche à analyser les raisons de ce mal-être de nos sociétés modernes, et en même temps, il y a effectivement une analyse politique, mais politique qui n'est pas politicienne. C'est de la politique au grand sens du terme que j'essaye de faire. C'est pas, je me situe pas dans un camp politique, droite, gauche. Et d'ailleurs, si on observe aujourd'hui la politique telle qu'on la voit en France, finalement, il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire qu'on voit que les gouvernants ont les mains le nez dans le guidon, concentrés essentiellement sur la crise économique actuelle, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de recul. Et c'est difficile pour eux d'en avoir parce qu'il y a effectivement du chômage qui augmente, un problème de productivité, le pouvoir d'achat qui baisse. Donc voilà, les gens demandent qu'on trouve des solutions immédiates. Moi, ce que j'essaye de faire, parce que je ne suis pas un homme politique, j'ai cette chance-là, j'essaie d'avoir du recul et de me dire, mais au-delà du court terme, vers où on va? Vers quoi on va? Quel choix de société on fait? Et est-ce que vraiment la question de la croissance est la seule solution miracle pour résoudre tous les problèmes de l'humanité? Je ne le crois absolument pas. Je pense que de toute façon, les ressources de la planète étant limitées, on ne pourra pas reconnaître des taux de croissance comme on a connu dans les 30 Glorieuses. Et aujourd'hui, il y a un gâteau qui est limité, et puis il y a d'autres gens qui veulent cette part du gâteau. C'est tous les pays émergents, la Chine, l'Inde et d'autres. Et donc de toute façon, il faut se faire à l'idée qu'en Occident, et particulièrement en Europe, on va devoir vivre autrement. On ne pourra plus être dans cette croissance infinie de consommation, de fabrication d'objets, d'emprunt. On ne peut plus vivre au-dessus de nos moyens comme on a vécu pendant des décennies. Et donc là, il faut s'habituer à ça. Mais les politiques ne font pas de pédagogie par rapport à ça. Parce que ce n'est pas électoraliste de dire ce discours. Et donc je crois qu'il faut qu'on aille vers d'autres manières d'organiser la cité, de vivre. Et il existe plein d'exemples. Je prends dans ce livre des exemples très concrets de gens qui ont fait ces choix-là. Par exemple, Pierre Rabhi, il nous parle d'une sobriété heureuse et il explique comment il a fait un choix de vie, de vivre autrement, d'avoir un rapport à la terre qui respecte la terre et qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément une voiture, d'avoir tout un confort matériel qui était devenu normal pour être heureux. Je prends des exemples de gens qui vivent avec des échanges, du troc. Je montre comment s'est développé les selles et toutes sortes d'échanges économiques non fondés sur de la monnaie, mais sur des échanges de services. Et que tout ça permet de vivre finalement de manière alternative au modèle dominant. Et dans la santé, il y a plein d'exemples aussi. Je m'appuie sur les travaux de Thierry Janssen, de Christophe André, de David Servan-Schreiber, pour montrer qu'on peut se soigner autrement, qu'il n'y a pas que les logiques, encore une fois, d'antidépresseurs, de psychotropes, pour résoudre un problème, alors qu'on ne fait que repousser le problème. Ce qui est vrai pour la santé est vrai pour l'économie, est vrai pour la vie en société. On ne fait que repousser les problèmes parce qu'on reste dans la même logique qui n'est pas une bonne logique. Et donc je dis, il y a une autre manière de penser, une autre manière de vivre. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais si de plus en plus de gens en ont conscience et changent des petites choses dans leur vie, le monde va changer. Alors vous dites également que pour la première fois dans l'histoire humaine, nous composons une civilisation à l'échelle de la planète. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette idée? Oui, on me dit souvent, mais vous savez, le monde a toujours été pareil. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des crises, il y a toujours eu des difficultés, il y a toujours eu des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai, bien entendu, et je l'ai dit tout à l'heure, notre monde a progressé dans beaucoup de domaines. Et en même temps, ce de nouveau... Problème de micro. Ce qu'il y a de totalement nouveau à notre époque, c'est la globalisation du monde. Lorsque l'Empire romain s'est effondré, c'est une catastrophe qui ne concerne que l'Empire romain. Les Chinois n'en avaient rien à faire. Aujourd'hui, lorsque vous avez une crise des subprimes aux États-Unis, ça a des conséquences en Afrique. Lorsque Wall Street a un problème, ça a des conséquences en Asie. Tout est connecté au niveau économique, au niveau médiatique. On sait ce qui se passe partout. Vous avez quelqu'un qui fait des caricatures de Mahomet au Danemark, ça fait le tour du monde. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire qu'on est dans un village où tout se sait, tout se voit, tout est interconnecté. Lorsque vous avez une centrale nucléaire qui a une fuite au Japon, on peut en payer les conséquences ici. C'est-à-dire qu'au fond, on est tous solidaires les uns des autres. On est tous dans le même bateau.
pour le meilleur et pour le pire. Et ça, c'est une situation concrète et psychologique qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité, et ça change complètement la donne. Ça nous oblige à être solidaires, ou alors si on continue d'être dans une logique d'égoïsme des États, comme c'est encore trop le cas, on le voit sur la question de l'environnement, quand les deux plus gros pollueurs de la planète, que sont les États-Unis et la Chine, refusent de faire des réductions de gaz à effet de serre, c'est catastrophique pour la planète entière. Et donc là, je pense qu'effectivement, on est obligé d'avoir une vision globale et qu'il y a des problèmes, notamment les problèmes d'environnement, qui ne peuvent être traités qu'à l'échelle internationale, même si ça commence aussi par une conversion de chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que pour essayer de résoudre les principaux défis qui sont tous à l'échelle planétaire, il y a deux choses. Il faut poser des règles internationales beaucoup plus fortes par rapport à toutes les dérives, notamment financières, et toutes les dérives écologiques. Et en même temps, il faut que chacun d'entre nous fasse un effort pour se remettre en cause dans sa vie et voir qu'est-ce qui pourrait améliorer le monde par ce qu'on peut faire nous-mêmes. C'est ce que disait très justement Gandhi, et je reprends cette phrase en exergue du livre, « Soyons le changement que nous voulons dans le monde ». Et si on attend que les autres changent, si on attend que les politiques fassent des lois, rien ne changera. C'est parce qu'il y aura de plus en plus d'individus conscients, d'individus éveillés, d'individus qui font des petits gestes du quotidien, qui vont améliorer les choses, qui auront un discernement dans leur manière de vivre, dans leur manière de consommer, essayer d'acheter commerce équitable, aller plutôt vers le bio, quitte à moins manger de viande. On m'a dit une fois dans une émission, oui mais attendez, si on mange bio ça coûte plus cher et du coup ça change complètement la consommation. Oui, on peut manger moins de viande, mais une viande qui est avec des animaux qui ont vécu normalement dans des champs. Alors que l'élevage industriel, notamment aux États-Unis, vous avez des vaches qui n'ont jamais connu un champ de leur vie. Elles sont élevées suspendues par le ventre pour qu'on gagne du temps, qu'il y ait le maximum de rentabilité. Leurs membres sont atrophiés et quand il y a suffisamment de beefsteak, on les tue. Et bien manger cette viande-là, je dis, c'est quelque chose de terrible. Non seulement parce qu'on fait souffrir atrocement des animaux, mais je ne sais pas quelle est la qualité de cette viande. Donc je pense qu'il faut consommer avec discernement, et essayer d'avoir effectivement une sorte de vie peut-être plus sobre, qui tient compte des enjeux dans lesquels on est aujourd'hui. Alors, le XXIe siècle s'est ouvert sur la perte des grands idéaux collectifs. Vous parlez de changer les mentalités individuelles pour changer le monde. L'individu a-t-il vraiment, et je parle surtout de l'individu occidental qui a plutôt une bonne vie, enfin une vie confortable, parce que je sais que le philosophe peut réfuter ce terme de bonne vie, est-ce qu'il a envie de se mettre dans l'équation d'une grande réforme humaine ? Il y a un problème de micro. Vous voyez, la technique, ça marche ou ça marche pas, mais on est aujourd'hui tellement dépendant de la technique que quand ça marche pas, avant, on aurait fait un forum, on serait installé, vous m'entendrez très bien, comme les forums romains, mais là aujourd'hui, si le micro marche plus, on n'entend plus rien. Donc, oui, vous me posez la question de l'individu. Au fond, la modernité a mis l'individu au-dessus de tout. C'est la différence entre un monde moderne et le monde traditionnel. Dans le monde traditionnel, l'individu, il est tenu dans le groupe. J'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est que dans le groupe, il y a une solidarité. C'est que les gens s'entraident tous. Le pire, c'est que l'individu n'a pas vraiment un choix personnel. Et donc, il est tenu par le groupe pour faire ses choix de vie. Il ne peut pas vraiment choisir librement sa religion, sa sexualité, son mariage, etc. Et donc, finalement, on a gagné énormément en liberté individuelle dans le monde moderne, mais on a perdu en solidarité. On a perdu en esprit du bien commun. Et je pense que le grand défi du monde moderne, c'est de retrouver de manière volontaire de la solidarité, de la communion, du bien commun. C'est beaucoup plus exigeant que dans la communauté. Dans la communauté, vous n'avez même pas à vous poser la question. Et donc, on est passé d'un extrême à l'autre, dans lequel l'individu dans un monde communautaire n'existait pas en tant que tel, à un extrême qu'on a connu surtout dans les années 80, à l'individu totalement narcissique, utilitariste, qui ne vit que pour lui-même, sans souci du bien commun. Et c'est ce que Gilles Lipovetsky a très bien décrit dans son livre en 1983, L'ère du vide, où il montre que l'individu est totalement cynique, désabusé, il ne vit que pour son intérêt immédiat. Ça, on s'aperçoit que ça rend une société totalement invivable. On en revient. Et je pense qu'aujourd'hui,
on est vers, on va dire, un troisième âge individualiste. J'ai tout un chapitre du livre qui est consacré à ça. Le premier âge individualiste, c'est un individu qui s'émancipe du groupe tout en ayant encore des grands idéaux collectifs. C'est l'idéal républicain, l'idéal du progrès. On a envie de changer le monde. Et puis, on arrive ensuite dans les années 70-80 avec un individu consumériste qui ne pense qu'à consommer, qu'à jouir, qu'à être dans le plaisir immédiat sans se soucier du collectif. Et aujourd'hui, je crois que depuis une dizaine d'années, on en sort avec tous les mouvements altermondialistes, le mouvement des indignés, le mouvement de tous ceux qui ont une sensibilité écologique. Et on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'investissent dans des associations humanitaires qui ont besoin de créer du lien social. Et donc je pense qu'on est à cet âge d'un individu plus responsable, plus conscient des enjeux de la planète, qui n'abdicte pas sa liberté individuelle, qui a toujours envie d'être libre, de choisir, encore une fois, ses choix de vie essentiels, sa religion, sa conscience, mais qui a un sens de la responsabilité. Et donc, c'est ce que j'appelle l'individu global, qui se sent relié au monde entier et qui sent bien qu'il est responsable du monde entier. On est tous, vous et moi, responsables du monde entier. Et cette nouvelle conscience planétaire, elle est en train de se développer. C'est encore minoritaire, mais je crois que ça va être la grande utopie du XXIe siècle, d'arriver à mettre en acte une responsabilité individuelle et collective, fondée sur un sentiment éthique de responsabilité. Alors, c'est encore une utopie, mais c'est une utopie qui est parfaitement réalisable, de la même manière qu'au XVIIIe siècle, les Lumières étaient une utopie, et l'utopie d'hier est devenue la réalité d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut continuer de parler de ça, de se battre pour ça, parce qu'on peut changer le monde. Merci Frédéric. Merci Frédéric Lenoir pour cet aperçu de la guérison du monde, publié chez Fayard. Merci à vous. Pour ceux qui le souhaitent, je vais retourner sur le stand Fayard jusqu'à 12h30 pour dédicacer mes livres. Merci beaucoup.